Le cercle RH et un grand entretien. On va parler de la loi Rixain votée en décembre 2021. Égalité femmes-hommes, la place des femmes dans les COMEX. Alors on a beaucoup parlé de la place des femmes dans les conseils d'administration, Copé-Zimmermann. Celle-là, elle date un peu. Puis il y a la loi Rixain. Et nous avons bien l'auteur de cette loi, Marie-Pierre Rixain. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes députée de l'Essonne, Renaissance, autrice et rapporteuse de cette loi du 24 décembre 2001. On va évidemment en parler avec vous. J'ai quand même le sentiment à travers cette loi, parce que quand son nom est le nom d'une loi, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que pour l'éternité, la loi Rixain sera là. Ça a changé quoi dans votre vie? J'ai le sentiment que vous êtes devenue un peu une experte de ce sujet. Oui, forcément, ça permet d'avoir une expertise parce qu'on travaille beaucoup en amont lorsqu'on prépare un texte, et puis ensuite parce qu'il ne suffit pas de proposer une loi et de la faire adopter, il faut aussi l'implémenter, comme on dit, accompagner également la suivre, et puis le fait d'accompagner également les acteurs qui sont concernés par le texte. Donc oui, nécessairement, on devient davantage expert sur certaines problématiques, notamment sur la question de l'égalité économique. Un mot sur l'historique, parce que cette loi est passée et il faut en être fier, mais il y a eu beaucoup de travail de pédagogie en amont, puis aussi, quand même, il faut le dire, quelques freins, quelques frottements. Oui, nécessairement, parce que... Non, mais c'est pas évident. Enfin, quand on se dit, après tout, c'est logique d'avoir une égalité. Ben non, c'est pas si simple. C'est pas si simple, effectivement. On peut dire que finalement, les femmes ont acquis des droits politiques, ont acquis des droits sexuels et reproductifs, comme on dit, mais les droits économiques restent encore à construire et à ouvrir. De fait, les femmes sont encore moins bien rémunérées que les hommes. Et on parle souvent des retraites. Actuellement, c'est 40% d'inégalité. Donc, on voit bien que c'est quand même substantiel. Et finalement, on s'habitue un peu à ces inégalités. Donc, il faut parfois reprendre son bâton de pèlerin et rappeler que ça n'est pas normal et que les femmes doivent être égales aux hommes sur un plan économique. Quelques chiffres sur les inégalités économiques femmes-hommes, alors qu'il y a un vrai débat sur les écarts de salaire. Soit on le prend au global, soit on le traite. Donc, vous connaissez parfaitement ce sujet. Mais nos chiffres, 22% de rémunération au global, chiffre INSEE 2022, au global, 16,8% de rémunération équivalent temps plein INSEE, moins 5,3% de rémunération à poste égal, donc une femme est payée 5,3% de moins à poste égal, ça c'est très intéressant, moins 30% de chances de trouver un financement, lorsqu'on va, on en avait parlé d'ailleurs, lever des fonds, et moins 40% de pension de retraite, ça c'est des chiffres de la DRES 2022. On se dit quand même qu'heureusement que votre loi était là et qu'on impose des quotas, parce qu'il y a encore un peu de route sur ce sujet. En fait, la difficulté, c'est toujours de considérer les femmes comme des sujets économiques à part entière. Et on avait une juge bien connue, une juge de la Cour suprême, la juge Ginsburg, tristement décédée il y a peu de temps, et qui rappelait que l'argent des femmes était souvent encore considéré comme un argent d'appoint. Donc il faut en effet qu'on permette aux femmes, 52% de la population, d'être reconnues à part égale sur un plan économique. C'est utile, évidemment, pour les individus, nécessaire pour les entreprises et indispensable pour notre économie. Un point, puisque vous évoquez les propos de cette magistrate américaine, dans la loi, on évoque, on y reviendra, les étapes, on va les détailler, les tableaux de bord que vous allez recevoir dans quelques semaines pour voir où on en est, mais il y a un point très précis qui, la loi impose au DRH, au service paie, d'attribuer le salaire d'une femme à un compte dédié. C'est-à-dire, pour le dire simplement, on ne peut plus verser le salaire d'une femme sur le compte de son mari. Je trouve que cette mesure, elle paraît insignifiante, mais pas du tout. Elle permet l'émancipation. Est-ce que c'est bien ça, l'esprit de cet article de loi? Absolument. Vous connaissez cette loi de 1965 qui permet aux femmes de pouvoir travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, mais c'était une faculté, ça n'était pas une obligation. Et donc, il pouvait en effet y avoir des captations de revenus de la part de conjoints parfois malveillants. Et on a mis en fait un mot sur une réalité que vivent certaines femmes, que sont les violences économiques. Et donc, on y a mis fin en faisant en sorte effectivement que maintenant un salaire soit versé automatiquement sur un compte dont la femme est titulaire. Là, je m'adresse aux DRH qui nous regardent et tous ceux qui s'intéressent à notre sujet. Il y a une obligation, il y a un contrôle. Comment le DRH fait? C'est une obligation. Si on ne se conforme pas à cette règle, est-ce qu'il y a des contrôles?
Il ne peut plus y avoir de dérogation. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il peut y avoir une dérogation. On pouvait verser le compte sur un autre compte. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Je crois que les DRH en sont maintenant informés. Tout simplement, elles le savent et elles ne peuvent plus mettre en place cette dérogation. Et je pense, si je fais une parenthèse, aux femmes violentées, aux femmes battues, qui, lorsqu'elles veulent quitter le domicile, disent « mais j'ai même pas accès à ma carte bleue pour pouvoir me payer une première nuit d'hôtel », ce qui arrive parfois. Là, elles pourront bénéficier d'une autonomie financière. Et on a d'ailleurs renforcé autre chose avec la Banque de France, que je remercie. On a ouvert un droit au compte. C'est-à-dire que les femmes qui sont victimes de violences ont dorénavant un droit au compte pour faire en sorte que, par exemple, les revenus de la solidarité nationale leur soient versés sur un compte qui leur appartient. Le leur, sans qu'il y ait de captation ou de vouloir tenir la personne justement par le levier de l'argent. Revenons à votre loi. Première étape, à 30% dans les COMEX pour rentrer dans le fond, puisque c'est ce qui a émergé de votre loi, c'est la place des femmes dans les COMEX, les comités exécutifs, 30% prévus pour 2017, et une deuxième étape à 40% pour 2030. Vous avez des tableaux de bord, parce que cette loi, vous la suivez. On en est où exactement de ces chiffres? Est-ce que globalement, vous dites, on les tiendra pas, ça avance plus lentement que je l'imaginais? Alors, d'abord, dire qu'on est dans une logique d'accompagnement des entreprises, qu'on est sur une logique également du long terme, comme la loi Copé-Zimmermann. Donc là, les entreprises, effectivement, vont devoir publier sur un site dédié du ministère du Travail qui s'appelle Représentation équilibrée, depuis le 1er novembre jusqu'au 1er mars. Comme un index ? Comme un index. Comme un index Pénicaud, en quelque sorte. Exactement. Les entreprises ont jusqu'au 1er mars pour publier ces données donc sur ce site du ministère du Travail, mais n'ont pas d'obligation à atteindre. On leur laisse en effet jusqu'en 2027, puis jusqu'en 2030 pour atteindre des objectifs chiffrés. Donc ça, c'est le premier point. Oui, nécessairement, moi, je vois des évolutions. J'ai vu beaucoup d'entreprises durant l'année qui vient de s'écouler et je vois qu'il y a une volonté de la part des entreprises, qui étaient déjà là, il faut bien le dire, pour une partie d'entre elles. Certaines avaient déjà bien pris le train en marche, d'autres peut-être un peu moins parce qu'elles y étaient peut-être moins invitées. Là, maintenant, elles ont compris qu'elles devaient s'y mettre. Et donc, on voit effectivement une volonté aujourd'hui de permettre aux femmes à la fois d'accéder à des postes de responsabilité, mais également de permettre aux femmes de trouver leur juste place dans l'entreprise. Parce que finalement, la logique... Le plafond de verre. Là. Le plafond de verre et la promotion. Et puis également les différents types de postes qui peuvent être proposés aux femmes. Voilà, c'est la place de la femme dans l'entreprise de manière générale. On va revenir sur la place des femmes. Quand même, allons au bout de l'histoire. Il y a un index, et ça c'est important de le rappeler, parce que c'est un élément de plus sur lequel les DRH vont devoir remplir scrupuleusement la part des femmes au sein de leur COMEX. Et puis des sanctions pour les récalcitrants. Dites, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas de sanctions, évidemment. Évidemment. Alors sur l'index, je me permets de dire ce que vous avez cité des chiffres tout à l'heure de l'INSEE, notamment les 5,3% à poste égal. Avant la mise en place de l'index, on était à plus de 9%. Donc on voit que l'index est efficace. Il a été mis en place, il permet notamment à des rattrapages salariales sur certains indicateurs. Donc c'est un outil qui est utile et qui est efficace. Et les entreprises aujourd'hui jouent le jeu et le mettent en œuvre. Les sanctions, c'est quoi concrètement? Parce qu'il faut quand même rappeler que cette loi s'applique avec des tailles d'entreprises particulières, parce qu'il y a peut-être des PME qui nous regardent et qui ouvrent les yeux. Les PME ne sont pas concernées. C'est les entreprises en effet de plus de 1000 salariés. Moi, j'ai envie de dire que toutes les entreprises... Vous ne regrettez pas ça sur le fond? Parce que ça avait été aussi un peu un objet de deal. Moi, j'ai envie de dire d'abord que toutes les entreprises sont concernées. Ça, dire qu'une entreprise n'est pas concernée, c'est pas. Elles le sont toutes, mais plus ou moins. Pourquoi? Parce qu'elles le sont toutes pour leur propre marché, pour leur propre croissance et leur propre performance. Aujourd'hui, on sait qu'une entreprise qui intègre et qui donne sa juste place aux femmes, est davantage performante et trouve davantage sa place sur un certain nombre de marchés. Donc toutes les entreprises sont concernées. En effet, sur la loi précisément et les objectifs attendus, ce sont les entreprises de plus de 1000 salariés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir aussi un certain nombre de services en interne pour pouvoir le mettre en place, soyons francs. Une certaine lourdeur à gérer. Oui, exactement. Et puis voilà, tout cela, il fallait être un peu quand même Mais est-ce que vous envisagez une RIC 1-2 comme on a eu une Aubry 1, Aubry 2 qui étaient les 35 heures, qui étaient des
des lois emblématiques. Est-ce que vous dites, une fois qu'on aura réglé cette question des grandes entreprises françaises, celles qui ont les moyens, est-ce que je réfléchis à enclencher un RIC 2 sur les entreprises, cette fois-ci de 100 à 1000 salariés, par exemple? Tout est possible, tout est ouvert. Je n'imagine pas que ce texte, aujourd'hui tel qu'il est écrit, n'évolue pas. On va nécessairement l'évaluer, comme tout texte de loi. Donc là, effectivement, les entreprises, on verra les entreprises qui jouent le jeu, qui publient au 1er mars. On va voir ensuite celles qui jouent le jeu. Qui jouent le jeu. Qui rentrent, qui publient bien leurs éléments. Mais il y a une obligation. Il y a une obligation. C'est-à-dire que c'est pour celles vraiment qui mettent ces chiffres et qui auront une égalité réelle et concrète. Exactement. Et puis après, rien ne nous empêche en effet d'évaluer le texte, de voir quels sont les trous dans la raquette, comme on dit régulièrement, et puis d'amender en fonction de l'évolution. De la même manière qu'il y a encore des droits économiques en France, notamment sur le plan fiscal, qu'il va falloir que nous révisions. Donc il y a encore des possibilités... Pension de retraite inférieure de moins 40. Je ne veux pas vous ramener sur le débat des retraites, vous y êtes tous les jours, mais c'est un vrai sujet. Et il y a un vrai sujet, et évidemment tout cela est lié, c'est-à-dire que les inégalités au monde de la retraite, on trouve leur source en premier lieu dans les inégalités salariales. Donc il faut que on travaille précisément sur ces questions, tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on regarde les chiffres, aujourd'hui il y a seulement 18 filières en France sur 87 qui sont mixtes. Or on sait que si l'ensemble des filières étaient mixtes, cela rapporterait 330 milliards de dollars de PIB en plus pour la France. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique de croissance qui est à notre portée grâce à cet enjeu. Au-delà de la question républicaine d'égalité entre les femmes et les hommes, on a un sujet réellement économique. De performance économique. Juste un mot avant de parler des têtes de gondole, le mot est impropre, mais des femmes qui ont réussi à accéder à des postes éminents, notamment dans les entreprises du CAC. Les index, souvent, on nous dit c'est de la RSE, ça contribue à la RSE. Mais ça, c'est observé aussi par les marchés financiers. C'est-à-dire est-ce que doucement, mais sûrement, les marchés financiers qui vont décider d'investir diront ils ont les bons index. C'est-à-dire que ces éléments-là sont contributifs à notre choix d'investissement ou pas. Celles qui joueront pas le jeu seront peut-être moins accompagnées. Est-ce que ça joue? Alors moi, je dirais même que c'est les marchés qui ont d'abord enclenché le pas. Le législateur a suivi le marché. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je ne suis pas allée sur des sociétés cotées, mais bien sur des entreprises de plus de 1000 salariés, c'est que les entreprises cotées sont déjà regardées par les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers, sur la féminisation de leurs équipes. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a une dynamique économique qui se construit dans les entreprises qui se féminisent, que les marchés regardent. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a une attente économique de la part des marchés. Un mot, parce qu'il y a quelques personnalités. Alors, la France, dans le CAC, et vous avez bien raison de les mettre de côté, parce qu'elles sont observées par les marchés, elles sont évidemment soumises et tributaires des marchés. Dans le CAC, 10% de femmes CEO, c'est en dessous de la moyenne des pays développés, qui est 13%, donc on est un tout petit peu décalé. Mais il y a quelques visages qui font leur apparition. Anne Riegel, Air France, il faut le citer. Emmanuel Malcaz-Doublet, PDG de PMU, qui est une marque importante. Est-ce que ces femmes-là ont des rôles d'ambassadrices aussi, de femmes leaders qui disent aux femmes aussi, dans les strates intermédiaires, c'est possible, on peut y accéder? Oui, bien sûr. Aux femmes à l'intérieur des entreprises, mais également auprès des étudiants et des jeunes générations. Parce que lorsque vous voyez des femmes qui prennent pleinement leur place dans des secteurs d'ailleurs dit souvent à dominante masculine, par exemple la technologie ou le BTP, eh bien nécessairement vous envoyez un message aux plus jeunes générations en leur disant mais vous avez également votre place dans ces secteurs d'activité, c'est également pour vous et donc engagez-vous également dans ces secteurs qui sont porteurs. Vous avez déjà le tableau de bord devant les yeux parce que le 1er mars vous recevez ce tableau de bord, je vous vois sourire, je pense que vos équipes et tous ceux qui accompagnent la loi on a déjà une tendance ou vous attendez vraiment la mi-février parce que j'imagine que tout ça est consolidé pour avoir une présentation officielle au 1er mars. Alors moi, je n'ai pas d'éléments pour l'instant parce que c'est un outil qui est propre au ministère du Travail. Donc moi, je l'aurai à ma disposition au mois de mars. Donc on va le regarder en détail. Moi, je tiens à dire surtout qu'il faut que les entreprises regardent précisément comment la loi est construite. Donc on parle bien des instances dirigeantes. Donc on parle de CODIR et de COMEX là tous les deux. Mais les instances
compétences dirigeantes sont définies dans la loi. Donc précisément, il faut que les DRH regardent bien. Et effectivement, parmi les cadres dirigeants, et donc les cadres dirigeants, lorsque dans une entreprise, il y a 300 cadres dirigeants, ce n'est pas le top 100 des cadres dirigeants, c'est bien l'ensemble de la population des cadres dirigeants. Parce que vous dites qu'il peut y avoir, on peut jouer un peu avec la loi. Les choses finalement sont suffisamment claires, elles ont été largement expliquées Relisez la loi, c'est ça que vous dites. Je dis relisez la loi. On est là également pour vous accompagner, on l'a toujours dit, les services de l'État ou moi-même, on est là pour préciser les choses lorsque c'est nécessaire. Et puis tout cela doit aller, c'est le sens de l'histoire finalement, tout le monde enclenche cela. Il nous reste peu de temps avec ce petit bruit de marteau-piqueur. Double question, l'accès dans les filières et des postes d'ingénieurs, on sait qu'aujourd'hui on manque d'ingénieurs femmes et donc tout part de là pour ensuite accéder au COMEX ou à des postes à responsabilité. Comment on fait? Est-ce que là, vous avez un levier sur ces sujets? Parce que c'est compliqué, ça. Il faut repartir des filières. Il y a un levier, puisque la loi, effectivement, on parle beaucoup de cet article 14 sur les quotas, évidemment, mais instaure également des obligations pour l'enseignement et l'enseignement supérieur. Et notamment, on va regarder de près, on est en train de construire un baromètre, un index, pour l'enseignement supérieur, pour s'assurer que dans l'ensemble des filières, on s'assure bien que les filles aient également leur place, ils soient bien accueillis, soient formés comme les garçons, de manière en effet ensuite à pouvoir intégrer des secteurs divers. Mais Marie-Pierre Rixain, c'est intéressant ce que vous dites, parce que autant vous assumez la politique de quotas, même si ce mot en France est peu apprécié, sur l'égalité femmes-hommes en entreprise, est-ce qu'on peut aller jusqu'à une politique de quotas dans le recrutement? Et là, ce sont des écoles privées qui accueillent qui elles souhaitent. Comment on fait là? Alors, pour des raisons légales et juridiques, ça n'est pas aujourd'hui possible. En revanche, ce qui est totalement possible, et on voit que des écoles, et je pense notamment à l'école 42 par exemple, qui a largement féminisé les femmes qui rentrent dans son école, on voit qu'il y a des mesures qui sont possibles. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, faire en sorte qu'il y ait moins de stéréotypes à l'entrée des écoles, de faire en sorte qu'il y ait moins de sexisme également à l'intérieur de ces écoles, qu'elles s'adaptent en fait à une diversité de population, eh bien, permet effectivement de les féminiser et puis ensuite effectivement de pouvoir répondre aux diverses problématiques de recrutement. Merci Marie-Pierre Rixain de nous avoir Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Vous êtes venu nous parler de cette loi et de l'engagement, de votre engagement sur ces sujets. Il est très important. Autrice, rapporteur de la loi du 24 décembre 2001 qui fête ses 1 an avec des tableaux de bord. Et vous l'aurez compris, 2 messages. Lisez donc la loi précisément. Tout est écrit, nous dit Madame la députée. Et ne la contournez pas en jouant sur les mots, parce que c'est un peu ça que vous nous avez dit. Merci Marie-Pierre Rixain. Merci vous êtes à vous. députée de l'Essonne, Renaissance. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Puis mon petit doigt me dit que vous allez revenir quand on abordera les tableaux de bord pour Très voir bien. un peu les chiffres. Merci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler optique et on accueille le DRH d'Afflelou.